Et lorsqu'on passe par des moments difficiles, il arrive qu'on doute, il arrive qu'on passe par des sentiments tellement négatifs qui nous arrivent. Et ce livre, en fait, est juste pour édifier une personne qui passe par des moments difficiles, de ne pas abandonner. Lui rappeler que c'est vrai qu'on passe par des moments difficiles, c'est vrai que nous vivons un moment sombre de la vie, mais il est possible de trouver la lumière et de construire un avenir meilleur. Malgré les moments difficiles. Donc les moments difficiles ne nous définissent pas. Choix. Parce que, en fait, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, c'était très difficile pour moi de revivre certains aspects de ma vie que j'ai eu à vivre. Donc les souvenirs revenaient. Alors, Vous avez fait le choix de parler comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un d'autre. Oui, ça allait. Je me suis dit, j'étais plus à l'aise dans ce côté-là, pour mieux m'exprimer en tout cas. Le fait de raconter mon histoire comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre m'a permis de m'exprimer, de faire ressortir exactement les choses que je voulais réellement dire. Différence là déjà dès le début. Oui. Différence, c'est inégalité, c'est pas... C'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Il y a déjà, parce que déjà les hommes ont déjà un standard, une place où le monde a déjà réservé à un homme. Et quand c'est une femme, on les réserve déjà aussi, c'est pas de le même niveau que l'homme. C'est déjà une égalité. Dès le début. Et vous racontez votre histoire à vous. Exactement. Une histoire poignante, une partie de votre autobiographie, on va dire. C'est pas l'autobiographie générale. Oui, une partie de votre autobiographie. Exactement. Vous parlez des problèmes de santé que vous avez rencontrés dans la vie, qui vous poursuivent jusqu'à ce jour. Vous racontez les débuts, vous racontez comment vous avez traversé toutes ces épreuves, d'où ce titre, les histoires rencontrées à raconter. Exactement. Ma première question, c'est pourquoi un jour vous avez décidé à les raconter? Waouh. Alors, la raison qui m'a poussé à écrire ce livre est venue du fait que ce besoin d'édifier une personne qui a envie d'abandonner à ne pas le faire. Nous rencontrons tous des moments difficiles et on a tous besoin de soutien. Et lorsqu'on passe par des moments difficiles, il arrive qu'on doute, il arrive qu'on passe par des sentiments tellement négatifs qui nous arrivent. Et ce livre, en fait, est juste pour édifier une personne qui passe par des moments difficiles, de ne pas abandonner. Lui rappeler que c'est vrai qu'on passe par des moments difficiles, c'est vrai que nous vivons un moment sombre de la vie, mais il est possible de trouver la lumière et de construire un avenir meilleur. Malgré les moments difficiles. Donc les moments difficiles ne nous définissent pas. Ça ne veut pas dire que comme je passe par des moments difficiles que c'est une fin. Non. C'est juste une partie de la vie. C'est quoi votre histoire? Ok. Alors moi, mon Ou c'est quoi vos histoires? Parce que sur le titre, c'est au pluriel. Les histoires à rencontrer, à raconter. Alors, pour la petite histoire, en fait, je suis née avec une carence en phosphate. Le phosphate, c'est une vitamine qui permet à grandir. Et moi, je suis née avec cette carence-là. Et c'est ce qui a fait que ça ralentit ma croissance. Oui. Et aujourd'hui, je mesure 1m42. Et le fait que cette carence-là a poussé, en fait, disons que j'ai vécu des moments difficiles suite à cette carence en phosphate parce qu'il y avait ce regard des gens, le regard de la société, le regard que les gens te pointaient à cause de cet état de choses que tu vivais. Et il y avait aussi, dans du genre, que les gens, il y avait ceux qui se moquaient de toi, qui se moquaient de moi. Et il y avait ceux qui te pointent le doigt, qui te collent des étiquettes. Ou qui s'apitoyaient. Exactement. Donc il y a les moqueries que j'ai eu à gérer, il y a eu le rejet que j'ai vécu, et il y a aussi la compassion que j'ai eue. Alors tous ces états de choses, c'est ça qui a fait les histoires rencontrées à raconter. Mais vous en parlez aujourd'hui comme si c'était quelque chose de très simple. Mais moi, quand je lis votre ouvrage, et je peux vous dire, je l'ai dévoré en une journée.
On me l'a remis un après-midi et le soir, je l'avais déjà fini parce que j'avais envie de découvrir cette histoire. Une histoire poignante, mais aujourd'hui, vous en parlez avec sourire. Aujourd'hui, vous en parlez comme si vous n'avez pas vous-même traversé toutes ces étapes. Comme si vous parliez d'un autre. D'ailleurs, dans le livre, vous parlez souvent à la troisième personne. Exactement. C'est seulement vers la fin que vous parlez à la première personne. Exactement. Pourquoi ce choix? Parce que, en fait, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, c'était très difficile pour moi de revivre certains aspects de ma vie que j'ai eu à vivre. Donc les souvenirs revenaient. Alors, vous avez fait le choix de parler comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Comme si c'était quelqu'un d'autre. Oui, ça allait. Je me suis dit, j'étais plus à l'aise dans ce côté-là, pour mieux m'exprimer en tout cas. Le fait de raconter mon histoire comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre m'a permis de m'exprimer, de faire ressortir exactement les choses que je voulais réellement dire. Mais vous étiez encore une enfant quand vous passez d'un hôpital à un autre, ici, et puis en Afrique du Sud, 14 ans, vous comprenez déjà les choses, vous êtes assez grande, on va dire, vous comprenez les choses. C'est à cet âge-là déjà que vous commencez à souffrir, ou est-ce que c'était plus tôt ou plus tard? La souffrance a commencé dès le début. Dès le premier jour de mon opération, je n'avais que 6 ans. Oui. Ma toute première opération, c'était quand j'avais 6 ans. Et à cette époque, j'étais encore une enfant, je ne comprenais pas exactement les choses, mais il fallait que je vive cette situation. Et c'était pas facile. Et en tant qu'enfant, tu dois non seulement vivre ça, et tu as tes camarades de classe qui se moquent de toi après quand tu reviens, par exemple, tu reviens d'école, tu viens de te faire opérer, tu es là avec tes béquilles et tout, et tu as des gens il y a tes camarades de classe qui se moquent de toi, tu n'es encore qu'un enfant. Et tu dois gérer ça toute ta vie en fait. C'est vrai qu'à cet âge-là, c'était pas facile, Oui, j'imagine bien. Ouais. Mais comment vous avez pu arriver à gérer ça jusqu'à ce jour? Quand je vous regarde, vous avez un visage rayonnant, toujours. Eh bien, c'était pas facile, mais grâce à Dieu, j'ai eu le soutien de ma famille. Ma famille m'a beaucoup aidé. Oui, vous en parlez beaucoup dans ce livre. Exactement. Les parents étaient toujours à côté de vous, au point que vous-même vous mettiez à vous poser la question, qu'est-ce qu'ils ressentaient en voyant leur enfant dans cet état-là? Qu'est-ce qu'ils pouvaient souffrir? Exactement. Vous vous apitoyez sur leur sort. Exactement. Il m'est arrivé de penser, en fait, de me demander ce que mes parents pensaient. Qu'est-ce que ma famille pensait de cette situation, comment ils les vivaient. Parce que je savais comment moi je les vivais, mais je me demandais comment eux ils le vivent. Et c'est vrai que c'était pas facile, mais grâce à Dieu, j'ai eu le soutien de ma famille, j'ai eu le soutien de quelques personnes quand même. C'est vrai que j'ai vécu les rejets, mais grâce à Dieu, j'ai quand même rencontré des amis qui m'ont quand même aidé. Et donc, les soutiens de ma famille a été un très grand soutien pour moi pour surmonter ces épreuves, en dehors aussi de ma foi en Dieu. Mais absolument. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé quand même à la lecture de votre ouvrage, c'est le nombre de pages que vous réservez à la naissance. Vous commencez en page 19. Déjà de la page 19 à la page 29, vous parlez de la découverte du monde, c'est-à-dire la naissance, quand l'enfant vient au monde et ce qu'il rencontre. Je vais chercher très rapidement un passage, j'en ai retenu beaucoup. Nous allons partager autour. Pas de problème. Alors, page 21, le premier paragraphe, vous dites: la naissance est aussi la porte d'entrée de ce monde de défis. On pleure. Mais c'est évident parce que on sent certainement qu'il y a quelque chose de drôlement fou qui nous quitte. C'est quoi cette chose de drôlement fou qui nous quitte? Eh bien, quand on vient au monde. Eh bien là, on parle en fait de lorsque l'enfant il est encore dans sa bulle, de chez dans les seins de sa mère. Ouais, dans les seins de sa mère. Oui. Et il sort de sa petite zone de confort pour
découvrir l'inconnu, il vient dans un monde qu'il ne connaît pas. Il était dans sa petite boule, dans sa zone de confort, et tout d'un coup, il sort dans un monde inconnu. Il ne connaît personne, où il doit découvrir. Et la page suivante, vous dites, les pleurs du bébé sont aussi des appels au secours. Ou aussi le refus de faire face à une nouvelle expérience, le sortant de sa zone habituelle. Exactement. Vous parlez de sa zone de confort. Oui, sa zone de confort. Ouais. Pourtant, quand l'enfant vit au monde, on attend qu'il pleure. Mais oui, Pour faire signe, pour dire il est réellement vivant. Il est réellement vivant, ça c'est S'il vrai. ne pleure pas, c'est qu'il n'est pas vivant. Exactement. Mais pourquoi est-ce que ça doit être un regret pour lui d'être sorti de sa zone de confort? Pourquoi ça doit être un cri de secours? Bon, c'est vrai que quand le bébé sort, c'est une manière de dire qu'il est vivant. Oui. Mais il a vécu pendant 9 mois dans le ventre de sa mère. Donc, c'était sa zone de confort. Et d'un coup, il ressort dans un monde Ça ne serait pas de cri de joie de voir enfin sa mère... Bon, ça, c'est vrai que ça devait être des cris de joie, mais c'est évident, c'est pas facile de vivre, d'aller dans un chemin vers l'inconnu, même en tant qu'adulte aujourd'hui. C'est vrai que vous vivez ici, par exemple, à la RDC, si du jour au lendemain, on vous disait abandonnez tout et partez ailleurs. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous aurez tendance à penser d'abord à votre vie présente. Ça serait peut-être avec joie que je partirais. Mais tout en gardant quand même qu'est-ce que c'est. Des souvenirs. Oui. Des bons et des mauvais. Oui, exactement. Et voilà. Alors, page 23. Déjà, je vais vous poser cette question à la fin. Lisons un peu. Déjà que lors de la naissance, les hommes commencent à vivre des inégalités. Il paraît qu'ils naissent tous égaux, mais les réalités quotidiennes prouvent le contraire. Pensez-vous vraiment que ces inégalités réellement naissent à la naissance? Oui, je pense. À quoi vous attribuez cette affirmation? Déjà... Est-ce que vous faites allusion à votre propre cas? Ou est-ce que c'est un cas général? C'est un cas général. Parce que déjà, l'égalité vient du genre je donne un exemple. Je dis par exemple, les hommes. Il y a les hommes et les femmes. Et déjà, il y a déjà cette différence-là, déjà dès le début. Oui. Différence et inégalité, c'est pas... C'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Il y a déjà... parce que déjà, les hommes ont déjà un standard, une place où le monde a déjà réservé à un homme. Et quand c'est une femme, on les réserve déjà aussi, c'est pas de le même niveau que l'homme. C'est déjà une égalité. Madame Ketia Mabinga, qu'est-ce que vous reprochez à la naissance? Je ne reproche rien à la naissance. Est-ce qu'il vous arrive de penser... Mais il arrive que... Oui. Bon, je ne reproche pas à la naissance, mais c'est juste que je parlais de la naissance dans le sens où les gens naissent, il arrive que certaines personnes naissent victimes de la naissance, d'une certaine façon. Si je devrais dire ça comme ça. Oui. Il y a des gens, il y a des bébés qui naissent victimes de la naissance, dans le sens où ils naissent et ils se retrouvent avec des situations qu'ils n'ont pas demandé. Et si on leur avait demandé en amont de choisir qu'est-ce qui allait arriver dans leur vie, ils n'auraient peut-être pas choisi. Exactement. De naître. Il y a certaines choses qu'ils auraient aimé enlever. Et moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Si on m'avait demandé, il m'est arrivé de penser que, je me suis dit, si on m'avait demandé d'enlever certaines parties de ma vie, oui, j'aurais peut-être enlevé ma maladie. Ça, je l'ai pensé. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je vois le monde différemment. Oui. J'ai appris à m'accepter. Et c'est ce qui a fait que j'ai changé ma façon de voir les choses. Mais quand vous réservez autant de pages à la naissance, je reviens un peu à cette question, j'ai l'impression que vous... Est-ce que vous êtes déjà arrivé une fois de penser « j'aurais bien pu ne pas naître » ? Oui, il m'est arrivé. Je l'ai même Souvent dit. Ça m'est arrivé. Et comment vous répondiez vous-même à ça? Il m'est arrivé de me poser la question si je n'étais pas né du tout.
Alors, je me suis dit, si je n'étais pas né, j'allais pas vivre ce que j'ai vécu. Est-ce que c'est à cause des souffrances vécues Exactement, c'est ou ça. est-ce à cause de ce que vous êtes aujourd'hui? C'est à cause des souffrances Des vécues. répercussions de la maladie aujourd'hui? C'est à cause des situations vécues. C'est ce qui a poussé à ces questions. Mm. Parce que si j'étais né, bon, disons que si j'étais né du genre normal, comme tout le monde, ces questions, je n'allais pas me les poser. Mais c'est parce que c'est parce que je l'ai vécu que ces questions sont venues. Ces questions sont venues plusieurs fois, ou est-ce que vous avez fait un effort dès la première fois de la balayer d'un revers de la main pour qu'elle revienne plus, pour qu'un jour te dise ok, je suis là, je suis vivante, c'est ce qui compte. Ces questions sont venues plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout quand surtout quand j'ai commencé à réaliser vraiment de le sens où quand j'étais conscient, parce qu'il y a 6 ans, bon, on n'est pas vraiment conscient, mais quand on grandit et que la conscience grandit et on se rend compte de certaines situations qu'on vit, et ces questions sont venues plusieurs fois. Et vous parlez de l'héritage du berceau. C'est quoi pour vous l'héritage du berceau? L'héritage du berceau, c'est ce que... Qu'est-ce que vous avez hérité au berceau ou qu'est-ce que le berceau vous a légué? Oui, donc c'est ce que je disais. L'héritage du berceau, c'est ce que l'enfant trouve à la naissance. Donc dès qu'il naît, c'est qu'il trouve à la naissance. Moi, par exemple, mon héritage de berceau, si je dirais ça, c'est je suis né directement avec cette carence en phosphate. Donc c'est l'héritage que le berceau m'a donné. Elle est peut-être négative dans le sens du terme, mais c'est l'héritage que moi j'ai reçu. D'où le terme l'héritage du berceau. Est-ce que vous avez reçu dans la vie, en dehors de vos parents, des gens qui vous ont tout de même réconforté? Parce que quand vous parlez, on a l'impression qu'à un moment donné, vous aviez que moquerie. Est-ce qu'il y a eu des gens à côté de vous, en dehors de la famille, un ami, une amie, qui vous disent attends, Ketia, quel que soit ce qui t'est arrivé, tu es d'abord une personne humaine, tu es intelligente, comme je vois moi, et tu es capable d'en faire beaucoup dans la vie, à condition que tu oublies ton état physique et que tu te considères comme une personne humaine à 100%. Je vous ai entendu tout à l'heure prononcer le mot une personne normale. Moi, je ne vous trouve pas anormal du tout. Vous savez, il peut y avoir des personnes de petite taille comme vous qui ne sont pas passées par la maladie. On ne peut pas considérer que c'est des personnes anormales. Est-ce qu'il y a eu des gens comme ça pour vous remonter le moral, pour vous prendre par la main? Exactement, il y en a eu quand même. Là, même dans le livre, j'en parle, j'en ai cité 3. C'est parce que ces personnes-là sont des personnes qui ont vécu avec moi ces situations. Il y a, par exemple, Nancy Kacha, une de mes amies d'enfance que j'ai rencontrée depuis très longtemps. Il y a Abigail Masongele, une de mes amies de l'adolescence. Elle a été vraiment mon soutien, surtout face aux moqueries et aux rejets que je ressentais. Et il y a aussi Bridge Maketa. Et il y a pas mal de personnes que j'ai rencontrées, même à l'université. J'en ai rencontré. Monica, Naomi, j'en ai rencontré. Donc, c'est vrai que j'ai vécu le rejet et que j'ai vécu les moqueries, mais parmi ça, j'ai quand même rencontré des de personnes qui m'ont accepté comme je suis et qui m'ont montré que j'étais une personne merveilleuse. Cette question, je vous la pose parce que en page 38, vous dites ces gens. Dans ce monde, il y aura toujours quelqu'un, quelque part, qui s'évertuera à égrener un chapelet de questions du genre aurais-je demandé à naître, si je n'étais pas né comme ceci ou comme cela, et si j'étais né quelqu'un d'autre, et la réponse, vous dites, la réponse à toutes ces questions est simple. Ce temps-là est révolu, réellement révolu, comme vous disiez tout à l'heure. Exactement. À quoi passez-vous vos journées maintenant? Aujourd'hui,
J'écris. Après avoir passé tous ces temps entre deux hôpitaux, entre deux opérations, espoir de réussite et puis échec, deuxième échec, troisième échec. Après tout ça, quand vous êtes rendu compte que ce temps-là, le temps de penser, de se poser ces questions est déjà passé, parce que c'est vrai, c'est des questions légitimes. À un certain moment, quand on passe par autant d'épreuves, on en arrive à se poser ces genres de questions. Mais quand c'est passé, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour mon cas, par exemple, ça a été révolu au moment où j'ai accepté. J'ai l'acceptation de soi. Je me suis accepté comme je suis. Et j'ai assumé je me suis assumé. Et je me suis aimé. Et c'est à ce moment-là où... vous êtes arrivé de ne pas vous aimer à un moment? Oui, ça m'est arrivé. À ce point? Oui. Ça m'est arrivé. Alors, lorsqu'on s'accepte, on s'assume. Et lorsqu'on s'assume, c'est là où commencent les processus de guérison. Vous vous rendez compte que vous êtes une créature merveilleuse et que votre vie ne se limite pas à ce que vous avez vécu. Et que ce que vous avez vécu, c'est juste une étape et que vous pouvez donner au monde quelque chose de meilleur. Et à la fin, à la fin de cette page 38, vous dites « Il y a toujours moyen de se trouver une voie, une porte de sortie de crise. » Exactement. Vous avez trouvé la vôtre, vous avez parlé de l'écriture. Oui. Parce qu'après cet ouvrage-là, il y a un autre en préparation. Exactement. Qui va parler encore de ces problèmes-là ou d'autres? Non, là, ça va parler d'une autre chose. J'essaie d'abord de laisser mes lecteurs digérer celle-ci. On va parler un peu d'amour. D'amour. Oui, on va parler d'amour. C'est parmi les parutions. Il y aura le souffle de l'amour qui va venir très bientôt. Ça vous a beaucoup aidé, l'amour? Bien sûr. Pas que l'amour parental. Bon, l'amour parental, oui, ça m'a beaucoup aidé. L'amour de mes camarades, de mes amis aussi, ça m'a beaucoup aidé. Mais l'amour de l'autre côté, bon, c'est assez compliqué. Mais ça ira, en tout cas. Ça ira. Donc, bien sûr. Lorsqu'on sort de la porte des crises, eh ben, on commence à devenir la personne qu'on devait normalement être, et on devient heureux. Votre histoire est en même temps passionnante. Elle peut être douloureuse, mais elle est en même temps passionnante. Vu tous les efforts que vous avez fournis et à côté de vos parents, parce que je sais que vous-même aussi, vous vous battiez, vous avez envie vraiment de sortir de cette situation. Vous vous êtes réellement battu quand on suit votre parcours. Et ici, là, je suis en page 40, vous dites, aujourd'hui, celles et ceux qui se considéraient comme victimes de leur naissance peuvent, à travers cette histoire, changer d'avis. Et je peux vous assurer que moi, à la lecture, j'étais consolé en lisant cette phrase-là. J'étais consolé parce que je ne voulais pas voir l'auteur j'allais dire s'enliser ou se cantonner dans la douleur, mais aussi aider les autres, aider les lecteurs, aider les personnes, d'autres qui seraient dans votre situation, ou peut-être les parents qui, quand vous parlez de la détermination de vos parents à vous voir guéris, c'est aussi un exemple pour les autres parents qui pourraient arriver, à qui cette situation pourrait arriver, de savoir qu'il faut de la détermination, qu'il faut beaucoup d'amour pour leurs enfants et ne pas lésiner sur le moyen. Ça, on l'a constaté aussi, pour rechercher à tout prix et ne baisser le bras quand tous les moyens sont épuisés et que plus aucun effort ne pourrait plus rien faire. Exactement. C'est un bel exemple et vous ouvrez là vraiment une brèche, beaucoup d'espoir pour ceux qui ont traversé peut-être les mêmes situations que vous, mais qui n'avaient pas pu prendre la bonne décision comme vous, d'en sortir, de positiver, de vous aimer et de vous occuper de la vie. Ça, c'est vrai. Finalement.
Vraiment, c'est vrai. Quand je vous lis aujourd'hui, quand je vous entends parler, je sens que vous aimez la vie. Et ça, vous ne le dites pas dans le livre. Vous ne le dites pas dans le livre, mais ça transparaît. Ça transparaît par votre beau sourire, ça transparaît par votre visage qui est toujours rayonnant. Au point qu'on peut se poser la question, est-ce qu'elle fait exprès pour cacher? Il y a une citation que j'aime bien dire aux gens, c'est « Toutes les étapes de notre vie valent la peine d'être vécues. Peu importe, que ce soit les mauvais, tout comme les bons. Toutes les étapes de notre vie valent la peine d'être vécues. » Et lorsque je me suis acceptée, j'ai gardé quelque chose en esprit. Être dans la joie est un choix. Peu importe les situations que tu vis, garde toujours ta joie. Les moments difficiles, ça arrive. Ça fait partie des étapes, ça fait partie de la vie. Mais comment tu décides de t'en sortir? Ouais. Et moi, j'ai décidé de m'en sortir. Et ce livre est juste c'est une manière de donner un sens à mon expérience, un sens à ma vie. Et encourager les gens à garder leur joie, d'être toujours dans la joie, peu importe les situations difficiles qui arrivent dans la vie. Vous racontez tout ça et à la fin, vous réservez les dernières pages. La dernière, la 75e, à ce poème. C'est un poème. Pouvez-vous nous le lire pour terminer? D'accord. Pouvez-vous nous faire l'honneur de nous le lire? Je suis là et je vis. Chose inimaginable et impensable. Comme quoi Dieu peut tout sans rien. La foi en lui nous inscrit dans son programme de réalisation de grandes choses. Même lorsque tout paraît sombre, le soleil se cache toujours quelque part. Je pense être une lumière éclairant depuis la grande lumière, Jésus-Christ. Sans lui, rien de tout ce que je viens de raconter n'aurait pu se faire. Voilà, je vis aujourd'hui, je fais tout ce qui m'était naturellement refusé comme activité. J'ai correctement étudié, je conduis, je souris, je vis normalement et correctement. Bravo. Merci beaucoup. Si vous vous retrouviez aujourd'hui en face de quelqu'un qui encore vient en face de vous avec la moquerie, avec du mépris et du dédain, qu'est-ce que vous lui répondez? Que je sais qui je suis. La même chose. Exactement. Et c'est pour cela que vous le mentionnez, pour que ça soit gravé une bonne fois pour toutes. Oui. Je suis là et je vis. Exactement. Quoi qu'on dise, quoi qu'il me soit arrivé, l'essentiel c'est que je suis là et je vis. Exactement. Madame Ketia Mavinga, merci beaucoup de passer à Interline. C'était un grand plaisir de partager cet instant avec vous, de partager surtout le contenu de votre livre, les histoires rencontrées à raconter. Aujourd'hui, moi je pense que ce sont plutôt des histoires rencontrées à lire, à découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Repassez quand vous voulez, on attend le souffle de l'amour. Pas de problème en tout cas. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro d'Interline. Nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro avec, j'espère bien, une autrice. Mais sinon, ça sera un auteur. Au revoir. Idiofa. Yango toi na bandundu tondene. Je comprends pas. Au rythme du village, batu nyonso balingaka papa maswaku, ngebaka kaka diboko nge kwenda place ba mesonika s'abonner, ngeme dobika. Okomi abonnement. Awa okubanda kuzwa ba notification nyonso. Idiofa News. Idiofa News chaîne ya kitoko, chaîne oyo bokubanda kutala ba théâtre, chaîne oyo bokubanda kutala mikinji, chaîne oyo bokubanda kutala ba informatique nyonso oyo ilekaka na mboka na biso. Bo s'abonner, passe
massivement.